figure séfarade, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit en collaboration avec la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui de Joseph Caro, qui est né quelques années avant l'expulsion d'Espagne à Tolède. Joseph Caro est une figure double. D'un côté, c'est un législateur. Il est l'auteur du Shulchan Aruch, la table dressée, qui est l'ouvrage de codification de la loi thoraïque auquel toutes les communautés juives se réfèrent jusqu'à aujourd'hui pour connaître les règles quotidiennes de la pratique du judaïsme. De l'autre, c'est un kabbaliste. Il a d'ailleurs, nous le verrons, raconté ses expériences mystiques nocturnes dans son livre Le Maguid Mesharim. Dans ce premier épisode, c'est de Joseph Caro, juriste, dont nous allons parler, et du contexte historique dans lequel il a vécu. Il n'a que 4 ans quand il est expulsé d'Espagne avec sa famille. Et cette expérience de l'exil sera fondamentale dans son œuvre de législateur. Face à l'éclatement du judaïsme de cette époque, il a cherché, par le biais de la codification, à réunifier le peuple juif. Une seule loi pour un seul peuple, c'est ce qu'il cherche à retrouver quand il écrit le Shulchan Aruch. Raphaël Drey est notre invité aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons dresser le portrait de Joseph Caro. Raphaël Drey, bonjour. Bonjour. Alors, c'est avec vous que nous allons dresser aujourd'hui le portrait de Joseph Caro. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes doyen de la faculté de droit d'Amiens et que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'exégèse et de sciences politiques. Et vous venez notamment de sortir un livre, Le mythe de la loi du talion, introduction au droit hébraïque chez Alinéa. Alors, c'est avec vous que nous allons parler donc de Joseph Caro, et dans cette première émission, plus particulièrement du Joseph Caro juriste, législateur, et donc c'est plutôt au professeur de droit que nous nous adresserons ce matin dans ce premier épisode consacré à Joseph Caro. Alors, Joseph Caro, avant d'être le codificateur que nous connaissons, c'est avant tout un juif espagnol qui vit un moment tragique de l'histoire juive, puisqu'il naît en 1488 à Tolède, tout juste 4 ans avant l'expulsion d'Espagne en 1492. Cette expulsion d'Espagne est un véritable traumatisme pour les Juifs d'Espagne, mais aussi pour la communauté juive dans son ensemble, puisque l'Espagne était l'un des centres les plus importants du judaïsme de cette époque. Raphaël Drey. Oui, on a un peu de la difficulté à comprendre ce qu'a été cet ébranlement profond du judaïsme mondial, parce que aujourd'hui, au XXe siècle, nous avons tendance à penser les catastrophes, certes en termes théologiques, mais aussi en termes immédiatement politiques ou en termes naturels. Or, il faut se replacer dans ce que l'historien Lucien Febvre appellerait la mentalité de la fin du XVe siècle, donc, et à cette époque de l'histoire du monde, il n'y a pas d'autre événement que d'ordre théologique ou d'ordre divin. Donc l'expulsion des Juifs d'une terre où ils avaient été accueillis, où ils s'étaient installés, dans laquelle ils avaient développé un formidable effort de pensée, a été l'occasion, comme vous l'avez dit, d'un véritable séisme, parce que c'était interprété aussi comme une intermittence un peu incompréhensible de la sauvegarde divine. Toute l'histoire du peuple juif a été marquée par cette opposition d'une présence intense du divin. Par exemple, au moment de la traversée du désert, lorsque le sanctuaire est édifié, la présence du divin est tellement dense et intense dans la tente d'assignation qu'il y a presque de la difficulté à y pénétrer. Et puis par des moments d'intermittence du divin, ce que dans la pensée juive on appelle le Esterpanim. Et pour les juifs d'Espagne, dont il faut bien comprendre à quel point leur pensée était une pensée élevée, qui s'était confrontée aux problèmes les plus étendus, les plus difficiles. Hein. Donc cette expulsion-là remettait de nouveau en question
Même de l'intermittence de la sauvegarde divine. Ouais. La famille de Joseph Caro, donc en 1492, au moment de l'expulsion, décide de quitter l'Espagne et elle décide de s'établir en Turquie. Ce choix n'est pas hasardeux. Mais justement, toujours en termes théologiques, on sait que dans la pensée juive, on dit que le remède est soit proche du mal ou bien le suit pour éviter qu'il ne devienne effectivement catastrophique. Donc il s'est trouvé qu'à cette époque, le monde musulman, lui, était un monde relativement ouvert. Il ne faut pas non plus mythifier cette époque, mais il n'en demeure pas moins que le monde islamique a été une terre d'accueil pour beaucoup de juifs qui étaient exilés d'Espagne. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce passage par les pays islamiques a confronté les juifs d'Espagne à une autre culture. Ça n'était pas l'islam filtré par la Reconquista espagnole, c'était l'islam au premier degré, et un islam qui était à sa manière une approche différente du divin. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que pendant cette période, des juifs, précisément comme Joseph Caro, sauront faire la synthèse des différentes cultures, tandis que vous savez qu'un mystique comme Shabtai Tzvi, finalement, va craquer, si je puis dire, puisqu'il se convertira finalement à l'islam. Alors, ce passage par la Turquie, est-ce que les Juifs qui se sont établis donc en venant d'Espagne en Turquie ont vraiment développé un judaïsme proprement turc, ou bien est-ce que ça a été uniquement un lieu de passage ? Non, là encore une fois, il faut bien comprendre que l'ébranlement du judaïsme espagnol, ça a été l'ébranlement de la notion même de galout ou de gola. À partir du moment où les Juifs étaient expulsés d'Espagne, la question qui se reposait de manière existentielle, je dirais presque de manière physique et corporelle, c'était la suite du trajet vers Eretz Israël. Et donc le monde islamique a constitué pendant cette période ce que l'on pourrait appeler pour les uns un sas de décompression, pour d'autres un renouvellement de la question de la galoute, parce que il était aussi possible de se réimplanter une nouvelle fois en terre d'islam. Mais en ce qui concerne donc Joseph Caro, lui ne s'établit pas en Turquie, puisqu'il va rester donc assez longtemps, mais quand même un temps relativement court en Turquie. Ensuite, il passe par la Bulgarie pour arriver finalement en Israël. Et c'est en Israël qu'il va décider d'écrire le Shulchan Aruch, dont nous allons parler maintenant, qui est un ouvrage récapitulant donc les règles du judaïsme. Et c'est, je crois, ce contexte justement d'éclatement du judaïsme qui fait comprendre l'importance de cette entreprise. Vous savez, approcher le Shulchan Aruch, c'est toujours une épreuve pour le juif. Soit qu'il ne soit pas pratiquant, et dans ce cas-là, ça paraît un massif, un Himalaya tellement insurmontable que ça risque de devenir dissuasif. Soit que l'on soit un juif pratiquant, mais dans ce cas-là, on est placé devant l'immensité de la loi. Et donc il faut comprendre ce qui a poussé Caro et avant lui d'autres codificateurs, l'auteur du Arbat Turim, Maïmonide avant lui, etc., de présenter cette image systématique de la loi. Et je crois il faut pas confondre les périodes non plus. Il me semble que Maïmonide, lorsqu'il élabore le Mishneh Torah, est plutôt inspiré, plutôt motivé par un désir de cohérence intellectuelle, épistémologique, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'il essaye de faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire dans la structure interne de la Torah, qu'il y a au contraire une logique très profonde, que cette logique, il faut la découvrir, ou en tout cas la faire apparaître, et à partir de là, les discussions du Talmud deviennent des discussions compréhensibles, parce que leur objet immédiat devient évident, si vous voulez. Il me semble que aussi bien le Abba Turim que surtout l'œuvre de Yosef Caro a évidemment la même finalité intellectuelle, mais il y en a une autre qui est de redonner au peuple juif, par l'intermédiaire de sa loi, réagencer d'une autre manière, représenter d'une autre manière une idée de son unité profonde. Donc, si vous voulez, c'est une contre-mesure par rapport à l'implosion de l'exil. L'implosion de l'exil avait entraîné la dispersion physique des communautés, et donc la tendance naturelle, voire la tentation,
à interpréter la Torah de manière diffractive. Et donc, la catastrophe qui était prévisible, c'est que l'implosion de la conscience juridique suive l'explosion de la communauté sociologique, si vous voulez. Et donc, je crois que c'est une des motivations, ça n'est pas la seule, de Joseph Caro d'avoir repris l'ensemble des règles de la Torah, non par rapport à elle-même, mais telle qu'elle était réfractée par des communautés dispersées, pour de nouveau refaire le travail qu'on appelle, dans un terme un petit peu technique, le iroud, et montrer que face à la dispersion sociologique du peuple juif, il y avait un point de convergence. Ce point de convergence, là, c'était effectivement la logique très profonde de la Torah. Mais vous comprenez que cette logique-là est elle-même une épreuve, parce qu'elle est située à un tel niveau de conceptualisation que rentrer de le Shulchan Aruch, c'est pas découvrir l'unité immédiate, c'est faire le travail d'unification intellectuelle. Alors, avant d'écrire le Shulchan Aruch, et ça, on le sait rarement, il a écrit le Bet Yosef, qui est un ouvrage en fait qui est beaucoup plus important au niveau théorique comme au niveau tout simplement matériel. Parlons un peu du Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est au Arba Turim, si vous voulez, ce que Rashi est à l'ensemble de la Torah. C'est une sorte d'épiderme. Mais il faut comprendre encore une fois pourquoi un homme de l'envergure de Yosef Caro, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, n'éprouve pas le besoin d'écrire immédiatement son commentaire de la Torah. Pourquoi il éprouve le besoin de passer par la médiation d'un commentaire sur l'œuvre de quelqu'un qui l'a précédé. C'est Rabbi Ben Asher qui a écrit Arba Turim. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Et on ne comprend pas cette démarche si on ne comprend pas ce que c'est que la transmission dans le judaïsme. Un auteur juif n'est pas quelqu'un qui part de zéro en abolissant tout ce qui est passé avant lui. Ça n'est pas quelqu'un qui va écrire un nouveau commentaire, comme on parle de Nouveau Testament, si vous voulez, encore que maintenant cette expression soit très discutée. C'est quelqu'un qui va s'appuyer sur le travail de quelqu'un qui l'a précédé pour développer ce travail et donc donner le sentiment presque physique de la continuité de la durée de la pensée juive. Et on n'a pas le temps ici de regarder les choses dans le détail, mais lorsqu'on lit justement le Arba Turim et qu'on lit le commentaire de Yosef Caro, qui avait fait aussi un commentaire du Mishneh Torah, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de paraphrase à proprement parler, qu'il s'agit de reprendre une argumentation juridique qui s'est énoncée à un certain temps, pour en montrer encore une fois la logique profonde, pour la développer, pour amener des développements là aussi nouveaux. Et je crois que c'est important d'y insister parce que ça permet de sortir de l'image de la loi juive comme une image fixe, arrêtée, sans novation interne. Le Bet Yosef, c'est un formidable commentaire novateur sur un texte qui lui-même s'inscrivait dans une tradition, qui lui-même était novateur à sa manière. Et alors, dans le Shulchan Aruch, ce que va faire Joseph Caro, c'est qu'il va reprendre les principales conclusions de son propre commentaire pour les organiser. Et donc, vous voyez que le Shulchan Aruch, il s'inscrit à l'intersection, si vous voulez, de deux axes de coordonnées. Il y a la tradition de la pensée juive, et puis il y a l'intelligence du commentateur pour son époque. Et ce qu'on a gardé, c'est beaucoup plus le Shulchan Aruch, qui est en fait presque un sommaire du Bet Yosef, c'est-à-dire que toutes les justifications que donne le Bet Yosef, car le Bet Yosef remonte à la source, montre le caractère contestable de certaines lois, il est beaucoup moins dogmatique que le Shulchan Aruch, qui est en fait une suite de règles juxtaposées, et on peut peut-être regretter finalement ce succès du Shulchan Aruch au détriment du Bet Yosef. Mais si vous voulez, il ne faut pas confondre plusieurs plans de l'analyse. Il ne faut pas confondre un instrument de travail avec la pensée à laquelle il se réfère. Et il y a non seulement le Shulchan Aruch, mais il y a maintenant des Kitsur Shulchan Aruch. Il y a des abrégés, d'abrégés. Je veux dire, plus on est dans une situation de dispersion complète, moins on a le temps ou la capacité intellectuelle de penser, plus il faut présenter les choses de manière abrégée et presque sous forme schématique. Là encore, il s'agit de savoir, il s'agit de s'interroger sur le bon usage de ces textes.
Le Kitchour du Shulchan Arour doit permettre d'arriver au Shulchan Arour, lequel Shulchan Arour doit permettre de remonter jusqu'au Bet Yosef, lequel remonte, etc., etc., etc. Et l'idéal de la démarche, c'est de remonter jusqu'à la Gemara et de faire la liaison entre Torah Shebirtav et Torah Shebe'al-Peh. Ça, c'est le parcours normal, si vous voulez. De la même manière que quelqu'un qui voudrait connaître Proust et qui n'a pas la force intellectuelle ou le courage de lire toute la recherche du temps perdu, achètera une anthologie, lira quelques passages, et à partir de là, il sera amené à découvrir l'œuvre dans son immensité océanique. Alors là, encore une fois, la fonction du Shulchan Arour, c'est d'abord d'être un mémorandum, un mémorial pour ceux qui connaissent la loi, ou pour ceux qui ne la connaissent pas, d'y avoir un accès facile. Et de présenter aussi les choses de manière synthétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne se passe pas sur le même plan. La loi juive est tellement immense, si vous voulez, pour un juriste comme moi, je me rends compte que ce qu'on enseigne dans les facultés de droit, par exemple, c'est un droit qui est très sectorisé, qui est très spécialisé. Il y a des spécialistes de droit civil, des spécialistes de droit constitutionnel, des spécialistes de droit commercial. Mais dans le Talmud, ça se passe pas comme ça. Dans le Talmud, il y a une approche globale, synthétique, de toute la connaissance humaine avec toutes les règles juridiques qui s'y rapportent. Alors donc on peut éprouver à un moment donné, surtout quand on s'engage dans des discussions qui capillarisent le débat, qui l'étendent, on peut éprouver à un moment donné le besoin de se rapporter aux principes, si vous voulez. C'est comme dans le droit constitutionnel ou dans le droit administratif, quand vous prenez une mesure d'ordre individuel, vous remontez à la circulaire d'application, vous remontez au décret, vous remontez à la loi, vous remontez à la Constitution, vous remontez aux principes généraux jusqu'au moment où, et là les juristes d'aujourd'hui n'ont pas de réponse à cette question, qu'est-ce qu'ils font d'une Constitution, si vous voulez. Alors là, de la même manière, ce à quoi il faut faire attention dans l'enseignement du droit hébraïque et de la halakha, c'est de ne pas confondre un vaisseau capillaire pour l'ensemble de la loi. Mais de la même manière, lorsque l'on étudie le cœur même de la loi, il est important de savoir que la fonction de cette loi, c'est de se diffuser. Elle doit se diffuser par des canaux qui doivent être aussi fins que possible. Et le pilpoul, c'est ça. Le pilpoul, ça n'est pas faire de la casuistique pour de la casuistique. C'est prendre une règle de droit et voir quel est son degré d'applicabilité aussi loin qu'on puisse le pousser, compte tenu d'un problème concret qui se pose. revenir plus précisément donc au Shulchan Arour, puisque c'est surtout cette œuvre qui est restée. Pourquoi ce titre Shulchan Arour? Que signifie-t-il et pourquoi avoir choisi ce titre? Vous voyez déjà le paradoxe qu'il y a entre présenter le Shulchan Arour comme un condensé de la loi et puis le titre qu'il désigne. Shulchan Arour, ça signifie la table de recet où la table est étendue. Alors, là encore, pourquoi un auteur choisit un titre? Il y a plusieurs traditions. J'en récapitulerai que deux, très brièvement. Pourquoi Shulchan Arour? Parce qu'on peut estimer que, sur un plan purement métaphorique, la loi, c'est comme une table qui est dressée, ou que la loi, c'est une sorte de table d'orientation aussi, dans laquelle on va trouver les différents points cardinaux, etc. Mais il me semble qu'il y a une raison beaucoup plus profonde.
qui est lié justement aux réactions intellectuelles ou aux réactions religieuses contre l'exil. Vous savez que dans la tradition juive, depuis la destruction du temple, on dit que le Beth Amikdash s'est transféré dans la maison, et plus particulièrement, il se condense sur la table. Pourquoi la table? Parce que c'est le lieu autour duquel on se réunit, donc autour duquel on fait l'expérience du Héroud, justement. C'est là que l'on fait l'expérience de l'alimentation, c'est là qu'on doit apprendre à bénir, avant, pendant, après, etc. Donc vous voyez, la loi renvoie à la vie concrète renvoie à la loi. Et c'est pourquoi la loi est assimilée à une table. Alors, ce Shulchan Aruch, dans un premier temps, il a été assez contesté parce que Joseph Caro se référait plus aux sages espagnols qu'aux sages ashkénazes. Un des grands contestataires du Shulchan Aruch, c'était Moshe Isserles, a écrit un ouvrage contre le Shulchan Aruch, et c'est précisément cet ouvrage qui a fait connaître le Shulchan Aruch dans le monde ashkénaze. Là aussi, il faut bien comprendre, et je sais que c'est parfois un peu difficile à expliquer, il faut bien comprendre les modes de fonctionnement de la pensée juive. Je suis en train de préparer un livre à ce sujet. Un juif, quand il pense contre, il ne pense pas de manière forcément polémique. De la même manière que lorsque je suis fatigué, je m'appuie contre un mur, mais justement, c'est pour pouvoir récupérer. Quand on écrit contre la loi juive, il faut se rappeler, ou contre une certaine version de la loi juive, il faut toujours se rappeler le principe fondamental du Talmud, Elu ve'elu divrei Elohim Haim. Donc lorsque Isserles conteste ce qu'a écrit Caro, ou lorsque d'autres commentateurs ont pu contester ce qu'avait écrit Maïmonide, la Mishneh Torah, le Moreh Nebuchim ont provoqué des controverses formidables. Il faut à chaque fois se rappeler que ces controverses-là s'inscrivaient dans un commentaire de la Torah, laquelle n'était pas contestée en tant que telle. Vous comprenez? Il s'agissait de points de vue différents sur un même objet, si vous voulez, et ça renvoie à l'éthique des Pirkei Avot, lorsqu'on dit à propos de la marloquette, à propos de la discorde, une marloquette qui n'est pas faite les Shem Shamayim, son destin, c'est de s'abolir elle-même. Or là, il s'agissait de discussions, de discordes, parfois violentes, mais dont l'objet était quel est le meilleur abord de la loi pour sa meilleure compréhensibilité, pour sa meilleure application. Et il faut, encore une fois, toujours ramener ces débats aux principes fondamentaux qui les structurent. Il est écrit dans la Torah Shel Bertav, cette fois, à propos des juges, vous interrogerez les juges qui seront les vôtres à ce moment-là. Alors, de la même manière, les commentaires de la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrivent à l'intersection de deux axes de coordonnées. Il faut savoir que tout commentateur de la loi doit d'abord intégrer ce qui a été écrit avant lui, pour comprendre la dimension temporelle de la loi et du commentaire. Et à partir de là, confronter la loi avec les problèmes de son temps. Alors ce Shulchan Aruch, jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment l'instrument essentiel à tout juif pratiquant, et ça dans toutes les communautés du monde. Ouais. Il est l'ouvrage essentiel parce que, pour le moment, du point de vue intellectuel et épistémologique, c'est-à-dire du point de vue des principes de la connaissance qui le fondent, il est indépassé. Ça ne signifie pas qu'il soit indépassable. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi Caro a écrit le Shulchan Aruch alors qu'il aurait pu se contenter du Mishneh Torah de Maïmonide. Vous comprenez? Nous sommes dans une culture dans laquelle, implicitement ou inconsciemment, la nouveauté est associée à l'abrogation de ce qui précède. Et ça, c'est quelques-unes des conséquences tout à fait négatives de l'opposition Ancien Testament, Nouveau Testament. Il faut savoir qu'on n'est pas dans cette logique-là. Dans la pensée juive. Dans la pensée juive, on reprend une tradition et on la développe. Et moi, mon opinion, justement, quand on voit les débats, par exemple en Israël, entre tribunaux rabbiniques et puis Cour suprême laïque, entre guillemets, etc. Moi, je crois que la tâche de notre génération, des juristes, des politologues, etc., c'est de repenser la structure de la loi juive pour notre temps, sans pour autant, évidemment, abroger ce qui a précédé, cela va de soi, mais il y a peut-être maintenant, dans une économie qui n'est plus celle dans laquelle écrivait Joseph Caro, dans une psychologie qui n'est plus la même, dans des rapports intercommunautaires qui ne sont plus les mêmes,
eh bien, il y a peut-être maintenant à repenser à une nouvelle présentation, à une nouvelle structuration profonde et nécessairement à dresser la table d'une manière un petit peu différente, à la fois pour des invités qui sont des invités traditionnels et puis des invités nouveaux, parce que il faut bien noter que 1492, ça a été le commencement d'un exil et que cet exil n'est pas achevé. Voilà. Raphaël Drey, nous allons nous quitter sur cette évocation du Shulchan Aruch. Aujourd'hui, nous avons parlé du Joseph Caro juriste. Demain, nous parlerons de Joseph Caro mystique, car il était aussi un grand kabbaliste, et nous verrons comment ces deux aspects sont conciliables. Raphaël Drey, encore merci et à demain. À demain. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec la collaboration de la Fédération séfarade de France. 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec la collaboration de la Fédération séfarade de France. Deuxième volet aujourd'hui de notre portrait de Joseph Caro, qui est né quelques années avant l'expulsion d'Espagne à Tolède. Hier, nous avons évoqué le Joseph Caro juriste, auteur du Shulchan Aruch, la table dressée, qui est l'ouvrage de codification de la pratique du judaïsme auquel les Juifs du monde entier se réfèrent jusqu'à aujourd'hui pour connaître les règles quotidiennes de la pratique du judaïsme. Aujourd'hui, nous évoquons Joseph Caro kabbaliste. Comment un homme de la rigueur et de l'austérité de l'auteur du Shulchan Aruch peut-il être en même temps un homme qui raconte dans ses écrits kabbalistiques que l'esprit de la Mishnah se manifeste par une voix qui lui parle la nuit? C'est l'énigme que nous tentons de résoudre avec Raphaël Drey. Raphaël Drey, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve pour cette seconde partie de cette évocation de Joseph Caro. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes doyen de la faculté de droit d'Amiens et que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'exégèse et de sciences politiques. Et vous venez d'ailleurs de sortir un livre aux éditions Alinéa, Le mythe de la loi du talion, introduction au droit hébraïque. Alors hier, nous avons surtout évoqué le Joseph Caro législateur et en replaçant le Shulchan Aruch dans son contexte historique, c'est-à-dire au lendemain de l'expulsion d'Espagne en 1492, et nous avons compris la nécessité toute particulière d'une codification rigoureuse à un moment où le judaïsme était menacé d'éclatement, de perte d'unité. Mais l'expulsion d'Espagne n'a pas eu pour seul effet ce regain de rigueur halachique afin de préserver l'unité du peuple juif. Elle a aussi été à l'origine d'une renaissance de la mystique de la Kabbalah. Je dirais pas nécessairement d'une renaissance de la mystique, mais d'un approfondissement de ce que la mystique juive, à condition de définir ce terme, signifiait. Comme on l'a dit lors de notre dernier entretien, au moment où la catastrophe d'Espagne se produit, d'une part, elle réactive le traumatisme d'anciennes catastrophes, et d'autre part, elle pousse des êtres qui sont très profondément imprégnés de Torah à une interrogation qui porte à tous les niveaux auxquels cette Torah fait accéder. On a vu la dernière fois que cette réaction se développe d'abord au plan juridique, mais naturellement, dans le Olam Shel Mata, si vous voulez, mais évidemment... Le monde d'en bas. Le monde d'en bas. Et il est évident aussi que cette interrogation va se diffuser jusqu'au monde d'en haut. Et
ce que l'on appelle la mystique juive, c'est justement l'interrogation sur ce qu'on appelle le monde d'en haut d'un point de vue un peu imagé, et que j'appelle moi le monde de l'épistémologie, c'est-à-dire le monde dans lequel on comprend comment la pensée fonctionne. Alors donc, pour en revenir plus à un fil chronologique, donc Joseph Caro après un passage par la Turquie, puis par la Bulgarie, s'est installé à Tzfat. Tzfat, qui est une petite ville de Galilée, qui devient à cette époque l'un des foyers les plus importants du judaïsme, et notamment un centre d'études de Kabbalah très intense. Oui. Il y aurait naturellement à s'interroger sur la signification symbolique de ce lieu par rapport à la Kabbalah elle-même. Pourquoi ce lieu et pas Jérusalem, ou pas seulement Jérusalem, est devenu un centre de réélaboration puis de diffusion de la pensée kabbalique, qui n'a rien à voir avec la pensée kabbalistique au sens trivial et un peu exhibitionniste du terme. Il y aurait à s'interroger sur ce plan-là. Mais il est incontestable que le trajet dont nous avions parlé la dernière fois, qui va conduire le judaïsme de la chrétienté espagnole ou de l'Espagne chrétienne vers le monde musulman, que ce trajet-là va ramener le peuple juif ou l'interrogation du peuple juif vers sa terre originelle et à partir de là aussi vers sa pensée originelle. Donc une fois qu'on a reconstitué les bases juridiques de l'existence juive, eh bien, comme je l'ai indiqué il y a un instant, on va commencer à se préoccuper de ce qui s'est passé en haut. Et ce qui s'est passé en haut, c'est évidemment la problématique suprême entre la créature et le créateur. Alors avant d'évoquer l'œuvre kabbalistique de Joseph Caro et justement d'évoquer la manière dont Joseph Caro justement est arrivé à cette interrogation du fondement en fait de la loi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus précisément de Tzfat. Tzfat, c'est vraiment il faut s'imaginer Tzfat qui a été une ville presque anodine quelque temps auparavant, comme une ville où arrivent des Juifs du monde entier, de Pologne, de Turquie, de Russie, de Moravie, et il y a notamment Cordovero, Alcabetz qui arrivent là, et c'est un travail intense qui est fait dans cette ville. Oui, il y a un cercle qui se met à fonctionner. Tzfat revit parce que des grands kabbalistes s'y installent, et plus des grands kabbalistes s'y installent, plus le courant d'irrigation de Tzfat se développe, et donc plus Tzfat devient important. Mais là encore, et je prie nos auditeurs de comprendre les précautions de langage auxquelles je m'astreins, il faut bien comprendre aussi que le rapport qui est entre Tzfat et Jérusalem. Et là encore, je crois que Tzfat peut être considéré du point de vue de l'histoire de la pensée kabbalique comme un centre très important. Mais il y a entre Tzfat et Jérusalem le rapport du sas de décompression et puis du lieu pur par excellence. Tzfat, c'était le lieu de préparation à Jérusalem, dans un processus de sortie d'exil. C'est pourquoi Tzfat a pris cette importance tout à fait considérable. C'est là qu'on redécouvrait la pensée kabbalique, avant de se confronter à Jérusalem, ce qui était le lieu de la réunion du Ihoud, non plus entre les Juifs eux-mêmes, mais aussi entre les Juifs et Dieu. Alors, donc Joseph Caro participe à ce travail kabbalique qui est fait à Tzfat, et le grand ouvrage de Joseph Caro, c'est le Maggid Mesharim. Maggid Mesharim, c'est un ouvrage qui demande à être abordé aussi avec beaucoup de précautions. Alors vous avez peut-être senti la différence de tonalité dans mes propos. La dernière fois, j'allais directement au but. J'accomplissais mon travail de juriste. Là, je fais beaucoup plus attention parce que nous sommes dans des sphères et de la connaissance et de la psychologie humaine qui ne relèvent pas de nos schémas habituels d'analyse. Alors, il faut faire très très attention. Le Maggid Mesharim, c'est un ouvrage qui aurait été dicté à Joseph Caro, cet esprit formidablement structuré, par une voix qui serait en quelque sorte, et je mets le mot entre guillemets, l'incarnation de la Mishnah. Alors vous voyez que déjà, ça mobilise tout ce qu'on peut savoir de l'anthropologie, de l'ethnopsychanalyse, de la psychiatrie. Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'entend
Yosef Karo. Alors là, je crois que le professeur Verblovsky, dans son très beau livre, a bien montré les précautions qu'il fallait respecter pour aborder le Maggid Mesharim. Qui lirait le Maggid Mesharim sans lire le Shulchan Aruch et le Bet Yosef, et aussi les She'elot et Tshuvot qu'a pu écrire Yosef Karo, en déduirait que Yosef Karo était un minima un illuminé, sinon un psychopathe, quelqu'un qui entendait des voix. Alors, il y a là un problème de méthode tout à fait considérable pour le judaïsme, parce que ça pose la question de la valeur intrinsèque de la mystique, pour faire comprendre la signification d'une culture. Voilà comment je poserai le problème. Si ce qui fonde la valeur d'une culture et la valeur d'une règle de droit, c'est les voix que l'on entend, les visions que l'on a, et Yosef Karo n'a pas été le seul à entendre des voix et à voir des visions. Et à entendre plus des voix que de voir des visions. Les mystiques chrétiens, les soufis musulmans, d'autres mystiques dans d'autres cultures, eux aussi, ont éprouvé le même type d'expérience. Ce qui est tout à fait étonnant chez Yosef Karo, c'est l'articulation de ces deux expériences. L'expérience qu'on pourrait appeler quasi-hallucinatoire, de cette voix qu'il entend, mais aussi l'expérience d'une formidable structure psychique, qui lui permet justement de ne pas sombrer dans la psychose. Et donc, on peut considérer que le Maggid Mesharim, c'est en quelque sorte la traduction au plan psychologique de ce que signifie véritablement la Mishnah. La Mishnah, c'est pas la loi orale transcrite et se transformant en loi écrite. La Mishnah, c'est vraiment la loi orale en tant qu'elle parle. Et voilà pourquoi les grands kabbaliques ou les grands kabbalistes avaient à cœur, un, de connaître la Mishnah par cœur, c'est le cas de le dire, deux, de l'étudier à haute voix. Il fallait que la Mishnah parla, comme on dirait en français du grand siècle. Vous voyez ? Donc, Yosef Karo étudie la Mishnah avec une telle intensité que la résonance de cette étude est si forte en lui qu'il en retrouve la voix VOIX et VOIE. Et la Mishnah parle en lui. C'est tout à fait étonnant. Et effectivement, ça ouvre le champ à toutes les interprétations psychanalytiques, psychiatriques et autres. Mais cette voix de la Mishnah, elle reste quand même tout à fait dans les traces de la tradition. C'est pour ça que ce n'est pas quand même une hallucination totalement détachée du travail qu'il a pu faire avec tout son esprit. Voilà. Il faut se méfier de l'interprétation que j'appellerais psychanalysante ou psychologisante ou à plus forte raison psychiatrisante, si vous voulez. Quand on découvre le Maggid Mesharim, on s'aperçoit que c'est vraiment la chambre d'écho des autres travaux de Yosef Karo. C'est vraiment la chambre d'écho au sens acoustique et physique du terme. Et c'est là que l'on voit les débats qu'il avait avec lui-même, où on pourrait trouver beaucoup de composantes psychanalytiques, c'est sûr, mais c'est un débat qui reste toujours structuré et structurant. Et on est placé face à cette énigme psychologique. Il n'y a aucune raison pour la banaliser, pour lui donner des réponses toutes faites. Et il y aurait une étude tout à fait, il y aurait presque un congrès, là s'il y a des collègues qui m'écoutent, je les invite par votre canal, il y aurait un congrès ou une belle journée d'études, ou un beau séminaire à faire sur le Maggid Mesharim, c'est sûr. Alors le Maggid Mesharim donc pose le problème justement de la loi, du rapport entre la loi et la Kabbalah. Bon, il y a un rapport tout simplement anecdotique, c'est que dans le cas de Joseph Karo, c'est que le Maggid Mesharim, en fait cette voix qui se manifestait, encourageait Joseph Karo dans son travail de juriste. Elle l'encourageait dans son travail de juriste, ou bien elle explicitait les termes de conflit interne qu'il n'arrivait pas à comprendre immédiatement, ou qu'il n'arrivait pas à résoudre. Je crois que la notion de débat intérieur, elle trouve là véritablement son exemple. Quand on dit souvent, quand Rimbaud dit « je est un autre », le poète là a l'intuition de ce qui s'est passé ailleurs. Et quand on a un débat intérieur, on débat avec soi comme si l'on était un autre. Et en même temps, on n'est pas un autre complètement. Parce que si on était un autre complètement, on sombrerait dans la psychose.
Alors, quel a été le retentissement de cette œuvre, le Maggid Mesharim, dans le monde kabbalique de l'époque? Bien, vous savez que, comme pour le Shulchan Aruch, le Maggid Mesharim a été considéré parfois de manière un peu amusée. Hein. Je sais plus quel commentateur disait à l'époque que Yosef Karo en savait lui plus que son Maggid. Voilà, parce qu'il y avait en quelque sorte une espèce de défalcation de la connaissance pure quand on passe du raisonnement à l'intuition mystique ou quasi-mystique. Je crois que ce qui est intéressant dans le Maggid Mesharim et ce qui fait son intérêt aujourd'hui, c'est qu'il montre le coefficient de résonance très profonde dans l'univers intérieur, au sens où Bachelard parle de l'univers intérieur. Ça existe, si vous voulez. Ceux qui ne le perçoivent pas, c'est que peut-être ils ne le vivent pas. Donc le coefficient de ce débat intérieur. Et lorsque l'on parle de la Torah, bien sûr, hein, par exemple, on prend les premiers traités du Yerushalmi ou de la Mishnah. Bon, ça concerne l'espace externe. Seder Zeraim, ça concerne les semences, la manière d'ensemencer un champ, de faire en sorte que deux parcelles de champ ne soient pas en communication lorsqu'elles recèlent des espèces étrangères, etc. Ça, c'est l'espace externe. Mais nous avons un formidable espace interne aussi, qui est confronté à la question de la loi. Et je crois que le Maggid Mesharim ne peut pas être utilisé comme est utilisé le Shulchan Aruch pour établir une sorte de codification de la vie psychologique intérieure. C'est un témoignage sur un homme. Et il montre bien, alors là, les différents niveaux de résonance d'un débat intellectuel. Mais est-ce qu'il y a un enseignement qui est propre au Maggid Mesharim, ou est-ce que c'est uniquement un écho de ce qu'a pu faire Joseph Caro comme juriste? Ça peut être utilisé dans tous ces sens-là, puisque je dis que c'est un document qui est personnel. Mais c'est un document personnel réfracté par une culture collective. Yosef Caro, c'est pas quelqu'un qui a eu les visions de Jérôme Bosch ou de Saint-Jean-de-la-Croix. C'est quelqu'un dont le débat intérieur s'est explicité dans les termes de la Mishnah et de la Gemara. Vous voyez ? Donc, je crois que ce qui est tout à fait important, comme on le disait tout à l'heure, c'est de lire le Shulchan Aruch avec le Maggid Mesharim, mais surtout ne pas confondre le Maggid Mesharim avec le Zohar. Joseph Caro a une relation quasi dramatique avec le Maggid, avec cette voix, et on le voit dans certains passages du Maggid Mesharim décrire son angoisse à l'idée de ne pas s'être assez bien comporté, d'avoir par exemple trop mangé, et de se voir ainsi privé de la visite de celui qu'il appelle son aimé. Et là on voit le lien très ténu entre l'ascèse et la mystique. Vous avez raison de parler d'ascèse et pas du tout de mise entre parenthèses du corps. Ou quand on parlait tout à l'heure de l'espace extérieur et de l'espace intérieur, et je suis tout à fait conscient que ces débats sont complexes. Il va de soi que plus l'espace intérieur prend de l'importance, moins il reste justement moins l'espace intérieur en a, si vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace extérieur? L'espace extérieur, c'est toutes les préoccupations qui vous font sortir de vous-même à un tel point que vous vous oubliez. Alors, vous savez que dans la tradition juive, il n'y a pas d'obligation de mortification, il y a une obligation de la mesure.
Alors, là encore, il faut bien comprendre que les questions que se pose Joseph Caro sont à la hauteur d'un esprit comme Joseph Caro. Je prends une comparaison qui peut-être va faire bondir certains. Comme les débats que se pose Freud, ça concerne un esprit de la dimension de Freud. Alors quand Joseph Caro, lui, pense qu'un excès de nourriture ou un excès de sommeil l'a privé de la vigilance nécessaire pour comprendre justement les résonances de son débat interne, c'est que peut-être ce débat interne, à son niveau à lui, avait baissé d'intensité. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi il n'est pas d'accord avec lui, qu'il se fait ce reproche, lequel reproche prend évidemment la voix du Maguide. Mais là encore, je supplie nos auditeurs de bien comprendre qu'à ce niveau-là, on est dans une psychologie complexe qui ne relève pas de nos instruments d'analyse actuels, surtout que nos instruments d'analyse actuels se sont coupés de la connaissance de la Torah. Je pense notamment de la psychanalyse pour une grande part. Alors bien sûr, en ce moment, on trouve des psychanalystes qui essayent de raccorder les morceaux, de faire le tikkun, mais pour aborder la problématique du Maguide, il faut une autre surface intellectuelle. Alors en tout cas, là nous arrivons à la fin de notre émission. Joseph Caro est vraiment le personnage de la tradition qui pose peut-être avec le plus d'évidence le problème justement du lien entre Kabbalah et halakha. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça nous paraît contradictoire. À l'époque de Joseph Caro, c'était tout à fait conciliable, et on ne pouvait pas. Tous les halakhistes étaient kabbalistes et vice versa. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce point, parce que dans l'histoire du judaïsme, ou bien dans certains ouvrages qui passent pour des ouvrages d'érudition, on oppose la halakha, la Kabbalah, comme si c'était des courants organiques. Il y avait des esprits qui étaient plus portés à l'esprit halachique, d'autres qui étaient plus portés à l'esprit kabbalique, d'autres comme le Gaon Ben Ishai qui était capable de faire la synthèse, et une synthèse, quand vous regardez les halachot, les commentaires des halachot du Ben Ishai, on voit bien qu'il était capable, lui, de faire la synthèse, de monter de la halakha jusqu'à la Kabbalah. Donc il ne faut pas confondre des inclinations personnelles, des dispositions d'esprit, et puis des fractures, ou de ce qui serait des fractures de la pensée juive. Quand vous regardez l'origine des noms des séphirotes, par exemple, Chokhma, Bina, Da'at, etc. Alors on a l'impression que c'est une élaboration kabbalique, tardive, presque post-talmudique, mais dans l'ouvrage que je suis en train de préparer ou qui va sortir l'année prochaine sur la psychologie du prophétisme, j'essaye de montrer la filière. Tout ça, ça remonte à des versets de la Torah au moment de la construction du Mikdash, et même avant. Quand Joseph interprète les rêves de Pharaon et que Pharaon dit qu'il n'a jamais vu un homme aussi chacham, un homme doué d'autant de bina, mais d'où vient de tuvuna, d'où viennent tous ces concepts? Ce sont des concepts qui ont ensuite été intégrés dans ce que j'appelle l'épistémologie kabbalique, c'est-à-dire dans le mode de pensée kabbalique en tant que tel. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu cet univers intellectuel et mental, il n'y a pas de coupure. Et là, ça me donne l'occasion quand même de rappeler quelque chose d'important. Quand il arrive que l'on me demande ce que je pense de la Kabbalah, ou bien de dire, vous savez, souvent on trouve ça, on fait des rencontres comme ça, et les gens vous demandent de leur expliquer le Zohar en 5 minutes. Voilà. Moi, je me refuse toujours à ce type de discussion. Parce que le Zohar et la Kabbalah, c'est un niveau d'explication qui doit trouver d'abord ses fondements dans une formulation halachique. On n'entre pas de plein pied dans la Kabbalah. C'est comme si je vous demandais, alors que vous n'avez aucune formation en mathématiques supérieures, de rentrer dans un amphithéâtre de doctorants déjà perfectionnés, et puis de comprendre ce qui est marqué au tableau. Vous comprendrez des signes, vous comprendrez des graphes, mais vous ne comprendrez pas ce qui se passe dessous. Alors de la même manière, quand vous regardez les grands commentateurs de la Torah, les grands commentateurs du Talmud, ils n'ont jamais été coupés du niveau kabbalique. Mais ils posaient la question kabbalique une fois que la problématique halachique était bien comprise. Et je crois qu'il y a un ouvrage qui est très pédagogique de ce point de vue-là, indépendamment des halachot du Ben Ishai, c'est le Chok l'Israël. Dans le Chok l'Israël, vous savez comment c'est structuré, c'est aussi référé au grand courant kabbalique de cette époque. On prend
un verset de la Torah ou un passage de la Torah selon chaque jour de la semaine. On le développe dans le passage des Nevi'im qui lui correspondent. Après, on rapporte ça au Ketuvim. Après, on rapporte ça à un passage de la Mishnah, à un passage du Talmud, à un passage du Zohar. Et après, on fait l'atterrissage par une règle de morale et une règle de conduite, d'éthique pratique, d'éthique de la vie quotidienne. Donc, vous voyez que là, il y a un trajet qui est cohérent. Et vouloir absolument disjoncter l'approche halachique et l'approche kabbalique, ça peut correspondre, si vous voulez, à un projet intellectuel ou à une certaine division du travail intellectuel. Ça ne correspond pas du tout aux modalités de fonctionnement de la pensée juive en tant que telle. Voilà, Raphaël Drey, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Nous avons donc dressé ce portrait de Yosef Karo qui nous a rappelé donc le lien essentiel entre Kabbalah et Halacha. Merci beaucoup. Voilà, ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'effectivement, toutes ces pensées sont des pensées complexes, sont des pensées difficiles. On peut être découragé de les aborder. Alors je rappellerai une des traditions de la pensée juive. Lorsque les Bnei Israël traversaient le désert, ça n'était pas eux qui portaient l'arche, c'est l'arche qui les portait. Merci Raphaël Drey et à bientôt. À très bientôt. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec la collaboration de la Fédération séfarade de France.